doute, je sais pas ce qu'il vaut Frimpong encore. Bon, mes madridistas, laissez-moi vous présenter l'actu du Real en ce jeudi matin. C'est parti. Tout d'abord, on commence avec séance d'entraînement prévue pour aujourd'hui, justement pour préparer le match de ce week-end face à Valence à la maison. En parlant du match de ce week-end face à Valence, Alonso, il envisage de faire un peu de rotation. Donc, les joueurs qu'on a l'habitude de les voir titulaires, ils seront sur le banc. En parlant de rotation, peut-être que Thiago Pitach, le phénomène, il aura un peu de temps de jeu. Surtout qu'il a marqué un joli but avec la Casillas. On verra bien. Mais bon, est titulaire, je ne crois pas. Surtout que au milieu de terrain, il y a beaucoup de monde devant lui. Vinicius s'est excusé avant l'entraînement. Il a même posté une story sur Instagram. Mais la Marca de ce matin, ils ont dit que certes, il s'est excusé, mais à aucun moment, il a cité le nom de Xavi Alonso. Voilà, vous savez très bien comment ça se passe, les journalistes et tout, ils aiment bien mettre du feu. En parlant de Vinicius, voilà, là c'est l'image d'hier à l'entraînement. On voit qu'il y a du sourire, ça va nous faire du bien. Mais je pense que face à Valence, il sera sur le banc. Mais bon, Valence, c'est un match un peu spécial pour Vinicius. Vous savez très bien pourquoi. Nasser, il garde un coup d'œil sur Vinicius. Vous savez très bien que la relation entre le Real et le Paris Saint-Germain avec le cas d'Mbappé, voilà, si Nasser, il peut faire un petit coup comme ça au Real, il va pas hésiter. Mais bon, le profil de Vinicius avec Luis Enrique, est-ce que ça va marcher? Je ne crois pas parce que Enrique, il aime bien les attaquants que défend énormément. Et Vinicius, vous savez très bien que pendant 90 minutes, il va pas défendre. Rarement, l'OM, ils ont vraiment formulé une offre auprès du Real pour le prêt d'Enrique au mois de janvier. On verra bien. Moi, je pense que pour Enrique, c'est la meilleure décision. Il doit partir en prêt au mois de janvier parce qu'il y a énormément de joueurs devant lui. Surtout, il y a la Coupe du Monde en 2026. S'il veut jouer la Coupe du Monde, il faut qu'il joue. Donc voilà, mes madridistas, quelques infos côté Real en ce jeudi matin. Les points, le classement, ils sont déjà 7 points d'Arsenal. 6 défaites sur les 7 derniers 6 matchs. défaites lors des 7 derniers matchs, si on ajoute Galatasaray et hier Crystal Palace. Donc 4 autant défaites que sur de les suite 29 précédents, ce qui est fou. en Première Ligue. Donc là, c'est Aston Villa ce week-end. Ça va être Manchester City avant la trêve. À la cadence qui est celle d'Arsenal, on en parlera dans quelques instants. Je pense que la réalité mathématique pourrait avoir raison de lui. Et puis, je pense qu'il a aussi un gros problème. C'est que l'année dernière, il a eu très peu de choix à faire. Il a eu l'intelligence de se mettre, si je puis dire, dans les pantoufles de Jürgen Klopp. À part Yann Gravenberg, il n'a pas changé grand-chose à l'équipe, si ce n'est peut-être un jeu moins énergivore. Là, il faut qu'il fasse des choix. Il est confronté à des problèmes et à des choix difficiles. Je pense notamment à Mohamed Salah. Et c'est là maintenant qu'il va falloir qu'il se révèle. Communication lunaire, en tout cas hier soir après l'élimination contre Crystal Palace et la DFTT pour recruter et Liverpool n'a pas l'effectif. C'est inaudible en réalité. Quand vous avez eu cette possibilité de cash pour acheter des joueurs comme Isaac, comme Wirtz, comme Ekitike, vous ne pouvez pas dire ça décemment. D'ailleurs, en plus, c'est mauvais, une mauvaise com par rapport à son groupe lui-même. Peut-être qu'ils auraient dû effectivement acheter 2 fois plus de joueurs avec la même somme. Budget, ouais. Mais simplement, moi je rejoins ce qu'a dit Anthony par rapport à Klopp. Je pense qu'il a profité vraiment de l'effet Klopp, de l'entraînement de l'ère Klopp, et qu'aujourd'hui, il doit choisir, c'est lui seul qui doit faire ses propres choix. Est-ce qu'il en a les ressources? Je ne suis pas certain. Feyenoord, Liverpool, c'est pas la même chose. Après, c'est pas facile de passer après Klopp. Faut pas Bah oui, minimiser on est ce qu'il a fait l'année dernière. Il Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Cette année, ils ont vécu aussi un drame qui, je pense, dans les têtes de tout le monde, joue un rôle super important. Et pour remplacer ce genre de joueur, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, oui, il a des choix à faire, mais il est quand même. Enfin, on attend un rebond de sa part, mais je pense qu'il est quand même en très grande difficulté là en ce moment. Ça va peut-être se jouer ce week-end pour Liverpool dans les jours à venir. En tout cas, 6 défaites de suite. Je pense que la proximité des matchs font que si son sort devait être scellé, ce sera peut-être plus au moment de la trêve qui va arriver d'ici une dizaine de jours. Mais Aston Villa, Real Madrid, Manchester City, ça peut faire lourd. Ça peut faire défaite, mais ça peut faire lourd en termes de score. Et c'est là où ça peut s'avérer rédhibitoire pour lui. Ouais. On va rejeter un œil sur le classement. Liverpool, ce soir, est à 7 points d'Arsenal, le leader. Geoffroy, on le dit tous les ans. Est-ce que c'est enfin l'année d'Arsenal? Moi, j'y crois. Je crois que tous les ans, on fait le débat. Hein. C'est vrai, j'y crois. J'y crois pour plusieurs raisons. D'abord, on l'a dit, ils ont une défense extraordinaire, comme on en voit une tous les 10 ans. Et puis, parce qu'on a laissé le temps à Arteta, figurez-vous. Mikel Arteta est dans sa 7e saison avec Arsenal. Il a construit son équipe. Petit parallèle comme ça qui vaut ce qu'il vaut. Alex Ferguson, le grand Sir Alex, a gagné son premier titre en Première Ligue lors de sa 7e saison avec Man United, après avoir failli se faire virer plusieurs fois.
Donc là, je crois qu'on est en train de toucher à quelque chose de très fort sur Arsenal. Vous nous avez même dit un truc hier soir, parce que vous n'étiez pas là sur ce plateau, on parlait du PSG et du Bayern, on disait que c'était les deux plus belles équipes européennes, et vous nous avez dit, oui, mais vous avez oublié Arsenal, oui, c'est la troisième grosse écurie européenne. Oui, c'est vrai, ouais. Dans un style moins spectaculaire que le PSG et le Bayern, évidemment, mais infiniment plus compact, plus défensif, et j'ai envie de dire aujourd'hui, plus hermétique. On l'a dit dans les titres, est-ce que c'est la défense du siècle? Alors, est-ce que c'est un propos exagéré ou pas? C'est vous qui allez nous le dire. Explication en tout cas de Jonathan Jarre. Et la saison est encore longue, mais les chiffres ils sont impressionnants. Enfin, c'est dingue quoi. Un tir cadré adverse sur les 3 derniers matchs de Première Ligue. Ils n'ont pas concédé plus de 10 tirs depuis la première journée contre Manchester United. Enfin, c'est juste fou. C'est complètement fou. Et en plus, et c'est ça qui était bien illustré d'ailleurs dans le sujet, c'est que vous avez très peu de gestes des défenseurs. Les défenseurs défendent finalement très peu. Il y a peu de tact, peu d'interventions in extremis des défenseurs parce que cette équipe, elle défend collectivement et très haut. Et tant que physiquement ça va tenir, je pense que les chiffres vont être assez faméliques. Ouais. Vous qui êtes défenseur, ça vous plairait? Ça vous plaît Arsenal hein? Oui, complètement, ça me plaît. Et je pense qu'on voit vraiment la patte Arteta où il a voulu mettre des fondamentaux en place dans son équipe, où toute l'équipe à la perte fait preuve d'une transition exceptionnelle. Il laisse pas l'équipe adverse respirer. Et pour les défenseurs, c'est forcément beaucoup plus facile. On récupère les ballons dans les bonnes zones, on a plus de facilité à relancer. Et offensivement, les joueurs offensifs sont beaucoup mieux placés pour pouvoir aller créer de la supériorité offensive. Donc oui, moi, en tant que défenseur, forcément, quand je vois ça, je prends du plaisir. Jonathan disait, le record c'est Chelsea, c'est ça? En Première Ligue, c'est 15 sur une saison. Mais nous, on a regardé à ce stade de la saison. Qui a fait mieux? Est-ce que c'est vraiment la défense du siècle? Eh bien, au XXIe siècle, on n'a trouvé qu'une seule équipe qui a fait mieux qu'Arsenal. C'était le Bayern 2011-2012, qui avait encaissé qu'un seul but et fait donc 13 clean sheets après 14 matchs. Et sinon, j'avais trouvé comme un grand le Milan de Capello 93-94, qui avait commencé par 11 clean sheets consécutives, 12 sur 14 matchs et 2 buts encaissés. Et figurez-vous que le Bayern de Heynckes, cette année, avait en finale contre Chelsea, perdu au tir au but, et que le Milan de Capello avait surclassé le Barça en finale de Ligue des Champions. Donc, si on se fie à ces exemples-là, c'est plutôt un bon présage. Le programme de Première Ligue ce week-end sur les antennes du groupe Canal. Regardez, Anthony, vous nous dites Arsenal peut s'envoler ce week-end. Oui, parce que je vous parlais tout à l'heure de Liverpool-Aston Villa. Vous allez avoir le match dimanche entre Manchester City et Bournemouth, donc 2 adversaires directs actuellement d'Arsenal qui vont être face à face. Il y a peut-être que Tottenham qui peut, dans son match face à Chelsea, rester au contact d'Arsenal, et encore c'est pas certain. Non, c'est peut-être une journée déjà charnière pour la suite du championnat, même si attention, parce qu'il y a, peut-être que Geoffroy va me corriger, mais là, il y a 2 ans de ça, Arsenal avait jusqu'à 7 points d'avance sur Manchester City avant de finir par s'écrouler. Donc l'équilibre est fragile. La chance d'Arteta, c'est que pour l'instant, à part Ødegaard, il n'y a pas de gros blessés. Si ce n'est ceux de la saison dernière, Havertz, Gabriel Jesus, mais eux, ils vont revenir. Donc tant que ça va tenir physiquement, tant que la charnière Saliba-Gabriel va enchaîner, notamment en Première Ligue, tout va aller bien. Si ça se complique physiquement, on aura peut-être matière à revenir sur tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Vous serez où, vous, ce week-end? À City-Bournemouth. Pas mal, pas mal. La Première Ligue à suivre sur Canal, tout comme la Première Ligue Arkema. Et demain, il y aura Marseille-Strasbourg. Voilà pour le programme de la Première Ligue à Arkema. Demain soir, juste après jour de foot, match que vous encadrerez avec Anne-Laure Salvatico. C'est compliqué pour eux, oui. Combien de matchs, Anthony, pour Désiré Doué la saison passée? Alors, 64 en tout, dont 61 avec le Paris Saint-Germain. Il en a disputé 3 avec ses débuts en équipe de France. Et c'est là où, comme disait Geoffroy, ce sont des cadences auxquelles il n'était pas habitué. Et pour en revenir peut-être même aux images qu'on voit hier au moment de sa blessure, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir aussi le statut de joueur blessé. Alors, il faut espérer pour lui qu'il ait peut-être exagéré le sentiment de douleur et la crainte d'une très longue absence. Mais je pense qu'il va vivre la première expérience d'un joueur blessé. Ça va sans doute le rendre plus fort pour la suite. On va en parler pendant des mois, ça, de ces matchs à répétition, de ces trop plein de matchs ou pas? Des années. Parce que ça va continuer. Les joueurs, à un moment donné, avaient dit on va faire grève. Mais c'est compliqué pour le joueur de faire grève dans le sens où leurs employeurs veulent les faire jouer. C'est le cas dans tous les sports. Donc les blessures vont se multiplier. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Le PSG, l'année dernière, donc, a joué 65 matchs, un record pour un club français, a fait rentrer 837 millions d'euros dans les caisses. C'est-à-dire que c'est devenu le 3e club le plus riche du monde. Et ça leur permet,
on va dire, de payer les joueurs au prix fort. Et malheureusement, les joueurs sont dans cette logique-là, des gros salaires, donc des grosses cadences et forcément des blessures. Le calendrier du Paris Saint-Germain, on va voir ce qu'attend le PSG sans Désiré Doué. Donc Anthony, vous le rappeliez, forcément, il y a Nice et il y a le Bayern, surtout mardi prochain, avant un match contre Lyon. Pas évident, mais en même temps, le PSG a montré qu'il savait gérer sans de nombreux blessés. Il y a quand même quelque chose qui m'embête un petit peu sur les 4 derniers matchs du PSG. Les 3 nuls coïncident avec l'absence totale ou partielle de Achraf Hakimi. Comme par hasard, il joue Brest, il est titulaire, 3-0, doublé d'Hakimi. Il y a une dépendance à Hakimi qui est en train de se créer. C'est pas nouveau parce que c'est potentiellement avec Dembélé le meilleur joueur du PSG. Et on rappelle que même si la CAN va avoir lieu pendant la trêve internationale, enfin la trêve hivernale plus exactement, pardon, il va manquer au PSG et qu'on en revient toujours au même problème. Pas de recrutement à droite. Et on a vu que Zabarni, c'était une catastrophe. Zaïre Emery avant lui, c'était une catastrophe. Il va y avoir ce problème aussi qui va se poser au PSG. On vous le rappelle, donc PSG Bayern mardi prochain, mardi 4 novembre. Match que vous pourrez vivre en intégralité ou en multiplex sur les antennes de groupe Canal. C'est vous qui choisirez. Configuration. Slot se plaint de son effectif parce qu'il trouve que la concurrence a un meilleur effectif que lui. Et je trouve qu'il a raison. Dans son exemple, il prend City. J'ai vu le 11 de départ de City hier et il n'y avait aucun titulaire par rapport au week-end. Mais ça ressemblait à une de leurs meilleures équipes. Et nous, après mes 2 changements, nous nous sommes retrouvés avec 6 adolescents. Moi, je pense qu'on lui a pas laissé assez d'argent pour un de ses premiers mercatos. On lui a donné que 500 millions. Il a pu acheter que 6 joueurs. Sérieusement, en 2025, c'est quoi 500 millions? C'est rien. On n'a pas assez mis la main au portefeuille pour qu'il soit bien, pour qu'il ait un remplaçant du titulaire, un remplaçant du remplaçant. Il aurait dû faire un mercato à 1,5 milliard. Et là, on aurait été bien. Là, on aurait pu jouer sur toutes les compétitions. En Première Ligue, Ligue des Champions, la Coupe, la Kings League. Là, il aurait été bien, le poteau. Et c'est vraiment une dinguerie monumentale de sortir ça. Ce mec-là, c'est un sketch. Là, j'ai l'impression, il y a des caméras cachées. C'est pas possible. C'est un agent infiltré. Il vient de Manchester United. C'est pas possible de sortir ça. Quand tu sais que pendant 10 ans, on avait Klopp, on n'avait pas d'oseille pour lui, soi-disant. Le mec, on achetait des petits joueurs 30 millions par-ci, 40 millions. On en créait des stars parce que pour rappel, Mané, Salah, c'est des joueurs à acheter pas plus de 50 millions. Mais lui, il a eu 500 millions et il lâche des déclarations comme ça. Mais c'est une dinguerie. Et bientôt en 2026 et je sais toujours pas qui est Frimpong. C'est une dinguerie quand même. Est-ce qu'il a envie de jouer avec Liverpool? Franchement, je sais pas. En fait, j'ai une théorie. Il attend le licenciement de Ten Hag, de Slot, pardon. Et quand je vois les compos qu'il fait en ce moment, je peux le comprendre. Robertson, défenseur central. Chiesa, qui est jamais titulaire. Le seul match où il le met titulaire, c'est en tant que numéro 9, alors que c'est pas un 9. Et il le fait jouer avec les types du centre de formation. Je pense que Frimpong, il s'est dit, je passe mon tour. Je les laisse là perdre 3-0 à Anfield parce que si on me voit dans l'équipe, on va me dire que moi aussi je suis un flop, que j'ai été acheté beaucoup trop cher pour mon niveau. Là en plus bientôt on va jouer le Real Madrid et je vais devoir prendre dans mon couloir Vinicius, la bête noire de Liverpool. Dès qu'il joue contre Liverpool, il a toujours marqué et peut-être que je vais devoir défendre sur Mbappé. Le mec qui est en pétard depuis je ne sais combien de matchs. Là sur les 20 derniers matchs il a marqué 58 buts. Non, je laisse ça aux autres. Bien sûr je rigole qu'à moitié. Mais là il a 6 semaines de blessure. Honnêtement, ça se trouve, il va revenir, Ten Hag, il sera plus là. Et il va enfin peut-être dans une équipe plus cohérente. Et là on va pouvoir voir ce qu'il vaut. Parce qu'honnêtement, à part le match qu'on a joué en amical au mois